on reprend à la démonstration du théorème. Donc le théorème, il explique que l'intervalle IN nous garantit que dans 95% du temps, l'expérience va tomber dans IN. La fréquence va tomber dans IN. Avec ce IN là un peu bizarre. Démonstration. Donc on pose Zn égale Xn moins N fois P divisé par racine de NP 1 moins P. Donc Xn moins NP, ça s'appelle centré. Xn, je rappelle que c'est une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres N et P. Donc N fois P, c'est la moyenne de Xn. Donc on fait Xn moins sa moyenne. Si on était en loi normale, on écrirait Xn moins mu. Et divisé par racine de N, P, 1 moins P, ça c'est l'écart type de Xn. Si on était en loi normale, on l'appellerait sigma. D'abord, on utilise le théorème de Moivre-Laplace. C'était le début du chapitre sur les lois normales. Le théorème de Moivre-Laplace, il dit que ce Zn là, qui est une sorte de loi binomiale à la base, Xn, qui est légèrement modifiée, une loi binomiale qu'on a centrée réduite, ça se rapproche d'une loi normale, Z. Z suit la loi normale 0, 1. Donc quand n devient grand, limite lorsque n tend vers plus l'infini, la probabilité que Zn soit entre moins 1,96 et 1,96, c'est pareil que la probabilité que Z soit entre moins 1,96 et 1,96. Et cette probabilité-là, elle vaut 0,95. Comment on le sait pour la loi normale, à la calculatrice, ou de manière plus ancienne, on utilisait des tables. Voilà le premier fait. D'accord ? La limite de ce Zn, compris entre moins 1,96 plus 1,96, ça revient à la limite pour une loi normale, ça revient à la probabilité pour une loi normale, et ça vaut 0,95. Le 0,95 qui est là, c'est ce qu'on voulait dans l'énoncé. On voulait 95% de cas favorables, ou si vous voulez, moins de 5% d'erreur. Et c'est grâce à ce 0,95 qu'on trouve le 1,96 qu'il y aura dans notre formule. Deuxième morceau. On va calculer ce que c'était ce probabilité de Zn compris entre moins 1,96 et 1,96. Première étape, j'en remplace Zn par sa formule. Xn moins Np divisé par l'écart type. D'abord, ce que je fais, c'est que je multiplie, pour passer de la ligne 1 à la ligne 2, je multiplie les trois termes par racine de P1 moins P. Celui-là, là. D'accord ? Bon, je multiplie par un nombre positif, ça change pas le sens, donc ici au dénominateur, il reste que racine de n, et là, on a racine de P1 moins P à gauche et racine de P1 moins P à droite. Étape suivante, je multiplie je divise les trois termes par racine de n. J'ai un racine de n ici. Quand je fais racine de n fois racine de n, je trouve n. Ici, je divise par racine de n. Ici, je divise par racine de n. De nouveau, n, il est positif. Racine de n est positif. Et maintenant, ce qu'il y a à l'intérieur, xn moins np sur n, ça se simplifie. Ça fait xn moins p. Si on simplifiait cette fraction, celle du milieu. Et donc, ce que je fais, xn sur n, moins p. Je vais faire plus p sur les trois termes. Je rappelle, quand on fait plus à une inégalité, elle ne change pas. Donc, le terme du milieu, les p, ils s'en vont. On avait xn sur n, moins p plus p, ils s'en vont. Et à gauche et à droite, je rajoute plus p. Donc ici, je trouve p moins tout ça. Et ici, p plus tout ça. Donc là, on a bien l'intervalle qu'on voulait. D'accord ? L'intervalle du théorème, c'était bien P moins 1,96 racine nanana, P plus 1,96 racine nanana. Donc, quand on a fait ce calcul-là, on a trouvé bien que si Zn est compris entre moins 1,96 et 1,96, c'est que Xn sur n, notre fréquence, elle est comprise entre ce nombre-là et ce nombre-là. Xn sur n est autour de P. Donc, ce qu'on avait dit, c'est au final,
xn sur n appartient à in, c'est exactement la même signification que ça. Je rappelle, quand je dis x appartient à l'intervalle AB, ça veut dire que x il est plus grand que A et il est plus petit que B. D'accord? Réussir à faire ce jonglage entre un intervalle et les inégalités, on sait faire. Donc ça c'est vrai pour tout n, on met les limites. Et ensuite, deuxièmement, pour passer de cette ligne-là à la ligne d'en dessous, de la première ligne à la deuxième ligne, ça c'est exactement le calcul qu'on vient de faire avant. D'accord? Xn sur n compris entre P- et P+, c'est exactement Zn compris entre moins 1,96 et plus 1,96. Ensuite, pour passer de la deuxième ligne à la troisième ligne, ça, c'est le théorème de Moivre-Laplace. Et pour passer de la troisième à la quatrième, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la valeur pour la loi normale centrée réduite. Voilà, donc tout ça ensemble, ça dit que si notre fréquence xn sur n appartient à l'intervalle in 95% du temps. Donc cet intervalle in, c'est l'intervalle de fluctuation asymptotique de la variable aléatoire fn au seuil 95%. Donc fluctuation, c'est parce qu'on fait plein d'expériences, on va trouver des résultats différents. Asymptotique, ça veut dire que il faut que n soit assez grand pour que ça ait un sens. Variable aléatoire fn, bah, c'est notre fréquence de réussite, notre fréquence de succès quand on fait une expérience. Et au seuil 95%, c'est parce qu'on a envie d'avoir 95% de fois où c'est juste. Ou si vous voulez, 5% d'erreur. Des remarques. Ce théorème-là, dans les faits, il faut des petites règles pour avoir le droit de l'utiliser. Il faut que n soit plus grand que 30. Ça signifie que on a un échantillon assez grand pour que ce soit représentatif. Il faut que n fois p soit plus grand que 5. Ça veut dire que il faut pas que ce soit trop rare dans la population. N fois p, ça signifie le nombre total de gens fois la probabilité dans la population générale, la proportion dans la population générale d'avoir le caractère. Si p est très petit, si c'est un caractère très rare, il faut faire un grand échantillon pour que ce soit représentatif. Et pareil pour n fois 1 moins p. P c'est avoir le caractère, 1 moins p c'est ne pas l'avoir. Donc pareil, si on est en train d'étudier quelque chose où il y a presque tout le monde dans la population qui l'a, il faut faire un très grand échantillon pour compenser ça. Donc à chaque fois qu'on utilise ce théorème, il faut vérifier ces trois inégalités-là. Voilà. En seconde, l'intervalle de fluctuation, on l'écrivait p moins 1 sur racine de n et p plus 1 sur racine de n. Donc ça, c'est une sorte d'approximation de notre intervalle à nous. Vous voyez, p plus quelque chose, et p moins quelque chose, et p plus quelque chose. Et on voit bien apparaître le racine de n ici et ici. Donc ça, c'est une sorte de simplification. Comment on l'a fait? C'est parce qu'on s'est rendu compte que 1,96 racine de p fois 1 moins p, c'était plus petit que 1 dans tous les cas. Ensuite, comment on utilise ce théorème de cours? Comment on utilise cet intervalle de fluctuation? La proportion du caractère étudié dans la population est supposée être P. La prise de décision consiste à partir d'un échantillon de taille n à valider ou non l'hypothèse faite sur P. Donc par exemple, P il vaut 30%. Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est pas raisonnable? Ou si vous voulez, pour une pièce, on se dit il y a 50% de chance qu'elle tombe sur pile et 50% de chance qu'elle tombe sur face. Donc si vous lancez la pièce beaucoup de fois, par exemple si vous la lancez 100 fois, et imaginons qu'elle tombe 54 fois sur pile, vous pouvez vous dire, ah bah 54 fois, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal? Ben, moi je dirais 54, ça va à peu près. Mais si ça commence à être 57 ou 58, qu'est-ce qu'on dit? On dit, ah bah non, cette pièce est truquée. Ou est-ce que on dit, ah, ça pourrait arriver? Etc. Donc, on a besoin d'un critère objectif et pas juste au feeling pour prendre ce genre de décision.
Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait une expérience, on lance la pièce par exemple 100 fois, on calcule la fréquence observée, on vérifie que les conditions sont bonnes, n plus grand que 30, etc. Donc si vous faites votre expérience moins de 30 fois, déjà c'est pas la peine, n'utilisez pas l'intervalle de fluctuation. Et à la fin, on calcule IN donc, le IN qui est là, celui-là, et on regarde si F est dedans ou pas. Si le F qui est calculé dans notre première expérience n'est pas dedans, on rejette l'hypothèse faite sur P, avec un risque d'erreur de 5%. Peut-être qu'on s'est quand même trompé. Mais typiquement, pour une pièce, on avait dit l'hypothèse c'est que P c'est 0,5, une chance sur 2. Ben si F il n'est pas dans l'intervalle de fluctuation, ben là on peut se dire la pièce est sûrement truquée. Ça se trouve on se trompe. Il y a 5% de chance où en fait elle était bonne et puis c'était juste vraiment un hasard complet que ça n'a pas bien marché ce cas-là. Si F appartient à l'intervalle, on rejette pas l'hypothèse faite sur P. Ça veut dire qu'on dit ah, ça a l'air plutôt raisonnable. Donc voilà, tout ça c'est sur l'intervalle de fluctuation. L'intervalle de fluctuation, ça permet de discuter, quand on connaît la valeur P, de l'aspect raisonnable de P. C'est-à-dire on détermine F et on regarde si F il est pas très loin de P. C'est ça l'intervalle de fluctuation asymptotique. Maintenant on va regarder un deuxième type d'intervalle, intervalle de confiance et estimation.